Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire du département Sciences humaines et sociales. Je suis Valérie Fromentin, la responsable de ce département, et tout autour de la table, vous voyez l'équipe du département au grand complet, chargée de projets scientifiques et responsable scientifique. Nous sommes réunis pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser pendant ces 2 heures. Vous avez accès au chat pour poser ces questions, mais dans un premier temps, je vais vous présenter aussi rapidement que possible l'offre de financement ANR dédiée aux sciences humaines et sociales, et je vous ferai aussi un petit bilan des 4 années qui viennent de s'écouler, durant lesquelles le plan d'action 2022-2025 s'est déroulé, et les bons chiffres des SHS qui sont l'apanage de ce plan d'action qui a vu de grandes modifications de l'offre de financement de l'ANR, justement dédiée au SHS. Alors, vous voyez s'afficher le plan que je viens d'annoncer. La première partie, l'offre de financement ANR pour les SHS, est plus fournie que la deuxième. Il n'est pas question pour nous de passer en détail sur chacune des actions de l'ANR dont il va être question. Lors des questions que vous pourrez poser après ma présentation, on approfondira les choses si vous le souhaitez. Là, je dresse seulement un panorama qui ne vise pas à l'exhaustivité, mais qui est plutôt aussi à montrer ce qui se maintient et quelques nouveautés qui sont propres au plan d'action 2026. Alors, donc l'offre de financement ANR pour les SHS, je rappelle qu'elle s'est enrichie et diversifiée dans le cadre du plan d'action 2022-2025, et maintenant on passe à 2026, avec, et c'est le point fondamental, et vous le savez déjà certainement, la refonte de la programmation scientifique à l'appel à projet générique, le passage de 4 à 7 axes qui couvrent maintenant l'ensemble du domaine, sciences sociales et humanités. Il a été aussi mis en place un certain nombre d'appels à projets expérimentaux ou pilotes en SHS, ERC, Access ERC Starting Grants, mais aussi le programme pluriannuel d'appel SAPS, Sciences avec et pour la société, qui n'est pas dédié uniquement au SHS, qui est opéré par le département, mais qui bénéficie à l'ensemble des domaines scientifiques de l'ANR. J'ai aussi fait mention de la priorité SHS, qui est en fait un abondement supplémentaire qui est donné par le ministère à l'ANR pour permettre de financer sur liste complémentaire des projets supplémentaires. C'est un coup de pouce donné au projet SHS. Jusqu'à présent, n'importe quel projet placé en liste complémentaire de n'importe quel comité de la APG, de quelque axe que ce soit, où il y a des SHS, pouvait être abondé par cette enveloppe. À partir de 2026, la prime sera donnée aux projets en liste complémentaire, encore une fois, qui sont véritablement interdisciplinaires, interdisciplinarité plutôt tournée des SHS vers les autres sciences. C'est la petite différence, elle n'est pas très importante. Et puis, je termine sur un changement qui, lui, est considérable, c'est-à-dire toutes les nouveautés à l'international qui ont été mises en œuvre, mises en place, élaborées pendant ces dernières années, et dont le fruit, d'ailleurs, sera surtout visible à partir de 2026, avec notamment le lancement du partnership dédié au patrimoine culturel. Il y a déjà un autre partnership en route, je reviendrai sur ce que sont les partnerships, un troisième en préparation, bref, une offre qui se consolide mais se diversifie avec des objets nouveaux. Alors, je rappelle que à l'ANR, la programmation scientifique d'ensemble s'articule autour de 39 axes thématico-disciplinaires, dont 7 sont dédiés aux sciences humaines et sociales depuis 2022. Vous en avez la liste là. Nous avons fait figurer les noms des contacts, des points de contact, c'est-à-dire les collègues de cette équipe qui peuvent répondre chaque fois que vous le souhaitez à toutes les questions que vous avez, notamment pour le dépôt. Ces mêmes axes, vous le savez, sont disponibles actuellement sous forme de PowerPoint, postés, enfin accessibles sur le site web de l'ANR, rendez-vous de l'ANR.
Ces 7 axes qui existent depuis maintenant 4 ans resteront inchangés en 2026. Donc, pour la APG 2026 et probablement le suivant. À côté de ces axes, on va dire thématico-disciplinaires, il y a des axes transversaux aux grands domaines scientifiques, dont 4 sont ciblés SHS. Alors, c'est un peu un abus de langage parce qu'il n'y a pas de ciblage du tout en réalité, mais il se trouve que seulement 4 sont véritablement, pour l'instant, attractifs pour les SHS, en tout cas suscitent un dépôt important et de très beaux projets qui sont financés. Ce sont ceux qui donc, ces 4 axes, vous les avez sous les yeux: sciences de la durabilité, santé publique, santé et société, interface numérique, sciences humaines et sociales, et qui concerne transport et mobilité, construction dans les territoires urbains et périurbains, avec des problématiques notamment liées à la transition environnementale et aux énergies. Encore une fois, comme je le disais, le descriptif de ces axes, mais en fait de l'ensemble des axes de la APG, les 39 axes, est disponible sur le site web. Alors, dans cette offre, il faut entrer un peu plus avant en regardant si, en plus des axes thématiques et disciplinaires, il y a des modifications, des changements, ou des choses à vous rappeler peut-être pour votre information sur les instruments de financement. Quand on dépose un projet à l'ANR, à l'appel à projet générique, on dépose auprès d'un axe, choisi en fonction effectivement généralement d'ailleurs du profil scientifique du coordinateur essentiellement, mais aussi dans un instrument. On choisit les modalités de financement. Ça dépend aussi de l'âge académique du porteur ou de la porteuse. Quand on est JCJC, il faut avoir moins de 10 ans après la thèse, etc., etc. Donc, je ne vais pas vous rappeler la définition de chacun de ces 5 instruments, JCJC, PRME, PRC, qui est le plus ancien et qui fait partie de l'ADN de l'ANR, parce que c'est le collaboratif, et on vient à l'ANR pour faire du collaboratif essentiellement, mais pas uniquement, le PRCE et le PRCI. Je ne pourrai répondre à vos questions sur ces instruments, mais ce qu'il faut pour l'instant simplement que nous vous signalions, ce sont les nouveautés 2026 qui concernent en fait essentiellement la recherche partenariale publique-privée, donc là, entre des chercheurs et des entreprises, et un instrument dédié à cela dans l'APG qui est le PRCE, pour lequel l'innovation consiste à demander à ces projets à déposer en une étape, enfin plus exactement à ne déposer leur projet qu'en étape 2, on leur fait grâce de la première étape, ce qui réduit du coup la durée du cycle d'évaluation. Pour les entreprises, c'est une bonne chose, elles veulent être fixées rapidement, notre délai d'1 an entre le dépôt et le financement est un peu trop long, et le taux d'aide pour les PME est relevé de 45 à 60%. Alors, dans cette offre, outre la APG dont je viens de parler à grands traits, il y a un certain nombre de dispositifs d'appels. Ce sont en fait des appels à projets, mais ce sont des dispositifs qui sont indépendants de l'appel à projet générique. Ils sont spécifiques et qui répondent à des objectifs bien particuliers. Un de ces objectifs, c'est celui de développer, de renforcer, d'améliorer le taux de dépôt et le taux de succès d'équipes françaises aux appels à projets européens. Et quand on parle d'appels à projets européens, ce sont actuellement les appels qui relèvent du programme cadre Horizon Europe, à l'intérieur duquel il y a 3 piliers, dont un premier pilier qui est dédié à ce qu'on appelle le RC, et le deuxième qui nous intéresse aussi ici également, c'est le deuxième pilier avec des clusters thématiques, dont un tout particulièrement dédié aux sciences humaines et sociales. On y reviendra si vous voulez. Donc, pour améliorer les performances de la France à ces appels, depuis déjà plusieurs années, l'ANR a développé un premier outil qui figure en tête de liste, qui est Tremplin ERC Starting Grant, qui permet à des chercheurs qui sont engagés dans une candidature à l'ERC, c'est-à-dire qui ont déjà candidaté,
ont été invités à aller en deuxième étape pour l'audition, mais n'ont pas été finalement retenus et ont obtenu une note A à l'issue de la seconde étape. Toutes ces conditions sont retenues. L'ANR peut les aider à améliorer leurs propositions en leur fournissant un financement pendant une période de 24 mois qui leur permet de retravailler leurs propositions. Je ne vais pas détailler tout dans le détail. Ça, c'est pour ce qui concerne le RC. Je reviendrai plus loin sur le petit nouveau qui est l'appel Access ERC Starting Grants, mais qui existe déjà depuis 2023. En 2026, nous en serons à la 4e édition. J'y reviendrai plus loin. Et puis, vous avez le programme MRSEI et le programme SRSEI qui sont tous deux, visent tous deux à soutenir des consortia de scientifiques qui répondent aux appels collaboratifs d'Horizon Europe, c'est-à-dire pas ERC, à l'ERC, où ce sont des projets individuels, et pour lesquels, là aussi, il y a besoin de faire du réseau, pour le coup, de constituer des réseaux, de concerter une équipe large, et donc ces instruments sont là pour vous y aider. Dans le plan d'action 2026, il y a à cet égard-là, c'est-à-dire toujours avec ce même objectif d'améliorer le dépôt et le succès des Français au projet européen, 3 nouvelles mesures. Tremplin ERC dont on a parlé tout à l'heure, qui était jusqu'à présent réservé aux candidats qui avaient déposé à l'appel Starting Grants, ERC, dédié aux jeunes chercheurs, sera maintenant ouvert à l'appel Advanced Grant, c'est-à-dire pour des chercheurs du milieu de carrière, si je puis dire. Il y a aussi, alors là c'est totalement nouveau, une initiative dite Percé JCJC, qui permet à un détenteur d'un projet JCJC en cours de réalisation de demander à l'ANR, l'avant-dernière année ou la dernière année de son projet, un soutien financier pour commencer à préparer comment dirais-je, un dépôt, enfin un projet à l'ERC précisément. Et vous avez de la même manière la possibilité, avec le jeton MRSEI, d'être accompagné, plus exactement, si vous avez bénéficié d'un projet PRCI, d'obtenir le même type, aussi un financement qui vous aidera à monter un réseau pour répondre à un appel du cluster 2, du pilier 2, pardon, d'Horizon Europe. L'appel pilote en SHS Access ERC Starting Grant, sur lequel j'ai fait un focus. Il est maintenant bien installé dans le paysage, je crois, puisque sa première édition remonte à 2023. C'est un appel qui a été au départ lancé véritablement à titre expérimental. Nous ne pensions pas un jour en arriver à la 4e édition. Et il remplit, il a beaucoup de succès, c'est-à-dire que le dépôt est important, mais il a aussi des succès, et on le verra tout à l'heure, parce que nous avons des résultats, nous avons des lauréats cette année à l'ERC Starting Grants qui ont bénéficié précisément de ce financement Access, donc il fait la preuve aussi de son utilité. Il s'adresse en fait, et c'est très important, c'est peut-être la chose la plus importante à dire, il donne des bourses postdoctorales de 2 ans à de jeunes chercheurs qui ont moins de 7 ans après la thèse. C'est la condition d'éligibilité à l'ERC. Enfin, c'était jusqu'à présent la condition. Maintenant, à partir de 2026, 27, pardon, ce seuil de 7 ans est repoussé à 10 ans. Cela dit, dans tous les cas, il s'agit d'accompagner des chercheurs et chercheuses postdoctorants qui n'ont pas de position académique pérenne. C'est-à-dire que ce ne sont pas des maîtres de conférences ni des chargés de recherche CNRS. Là aussi, si vous avez des questions là-dessus, on en reparlera. J'avance. On vient maintenant à l'international. Alors, c'est un peu la partie la plus importante à mes yeux, à nos yeux, parce que une grande partie des membres de l'équipe, pratiquement tous les membres de l'équipe sont impliqués de près ou de loin, mais souvent même exclusivement, par ces appels internationaux, ces instruments de financement, ces actions multilatérales et bilatérales,
qui constituent donc pour nous qui les opérons, ces appels, une charge de travail importante, mais aussi évidemment un très grand intérêt dans la mesure où cela ouvre aux chercheurs en sciences humaines et sociales français des possibilités qui sont encore trop peu nombreux à saisir, mais qui ouvrent des perspectives très intéressantes. Alors, juste pour recadrer un petit peu les choses, dans les appels internationaux, nous avons la différence, elle est facile, entre les coopérations bilatérales entre deux pays et puis les coopérations multilatérales entre plusieurs pays. Alors, l'instrument le plus habituel du bilatéral, c'est l'instrument PRCI, Projet de recherche collaboratif à l'international, inséré, enfin, il fait partie de l'appel à projet, puisque l'appel à projet générique, puisque c'est un des instruments de l'appel à projet générique. Il a tout de même, il a un grand intérêt, puisqu'il permet de travailler en SHS. Vous avez la liste des pays qui sont accessibles, avec lesquels nous avons un partenariat. L'Allemagne n'y figure pas, mais parce qu'en fait, nous avons un appel spécifique franco-allemand dont je vais parler à l'instant. Juste pour terminer sur le PRCI, le dépôt est encore trop peu important, très irrégulier. Et il est vrai aussi que, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais que la procédure d'évaluation que nous mettons en place avec chacun de ces partenaires et qui peut varier d'un partenaire à l'autre, selon que nous sommes lead agency ou que c'est le partenaire qui est lead agency, c'est-à-dire que nous qui faisons l'évaluation ou c'est le partenaire qui le fait. Il arrive aussi que les deux le fassent. Bref, il y a des modalités d'évaluation qui font que parfois des projets PRCI qui sont bien évalués côté français par le comité d'évaluation français, comme nous sommes lead agency, ne sont pas forcément bien évalués ou ne sont pas classés, en tout cas comme prioritaires, par le partenaire. Ça fait partie des aléas de l'exercice. Donc, il y a un taux de succès, mais c'est général, au PRCI qui est un peu inférieur à celui qu'on a pour des projets relevant d'autres instruments. Alors, l'appel spécifique franco-allemand SHS, qu'on appelle communément le FRAL, donc qui associe l'ANR avec la DFG, la principale agence allemande, c'est un historique. Il est aussi vieux que l'ANR, il pourrait fêter cette année ses 20 ans, comme l'ANR. C'est le premier appel bilatéral qui a été créé au tout début de l'ANR, et chaque année depuis 2007, il y a eu à chaque fois un appel avec des financements qui sont d'ailleurs, depuis ces dernières années, en augmentation. Donc parmi nous, c'est Morgan Walter qui gère cet appel, qui a pour spécificité que le comité d'évaluation est bilingue, des chercheurs français et allemands, mais qui au moins comprennent la langue de l'autre, ce qui facilite énormément les échanges. C'est un comité mixte et on a surtout, on y reviendra, des projets de toutes les disciplines, puisqu'il est ouvert aux humanités comme aux sciences sociales et il n'est pas thématisé. Je ferai un focus tout à l'heure dessus. Sur les coopérations multilatérales, il y a en fait deux grands massifs. L'un qui est constitué par ce qu'on peut appeler des réseaux et des plateformes européens et transatlantiques qui ne bénéficient pas de financement européen. Autrement dit, les appels lancés par ces réseaux et ces plateformes, les appels à projets, sont cofinancés par les agences, c'est-à-dire les pays partenaires de ces réseaux, qui mettent au pot pour financer au pot commun des projets. Mais l'Europe n'intervient pas. Elle a pu intervenir à un moment de leur histoire, mais ce n'est plus le cas. Et vous avez en revanche des objets purement européens quant à leur financement, Commission européenne, programme cadre Horizon Europe, ce sont les partnerships, enfin les partenariats, qui sont là des projets beaucoup plus structurants, puisqu'ils ont une durée de vie de 10 ans, sont financés à très haut niveau et font surtout de la recherche appliquée. Ce qui n'est pas le cas pour les réseaux et les plateformes, où on est plutôt sur de la recherche fondamentale. Alors ça, c'est vraiment, excusez-moi, un dessin très général. Alors,
on va en parler plus avant tout à l'heure. Je précise quelques petites choses sur l'appel bilatéral franco-allemand, puisqu'on a parlé du bilatéral. Là, vous avez, je n'ai pas les passés en revue, les spécificités de cet appel. Je signale notamment que un jeune chercheur qui n'a pas de position académique peut être coordinateur d'un projet FRAL et donc se dégager un salaire sur ce projet, ce qui n'est pas le cas à l'appel à projet générique. Voilà, et on sort tout juste de l'édition 2025 parce que le comité d'évaluation s'est tenu tout à fait au début du mois de septembre. Les résultats sont encore sous embargo. Une quinzaine de projets seront financés et les choses se sont comme chaque année très bien passées. Je vous donne ici un petit schéma pour illustrer la diversité des thématiques présentes dans ces projets FRAL depuis 2007. En réalité, toutes les SH, selon les codes ERC, sont représentés évidemment avec une intensité plus ou moins importante, mais ce qui signifie que tous les projets SHS sont les bienvenus. Alors, on en vient aux appels internationaux multilatéraux hors financement européen. Ce sont ces fameux réseaux et plateformes dont je parlais à l'instant. Il ne sera question pour l'instant que des 3 premiers, Norfes, ERA et Aura. Je laisse de côté la GPI Cultural Heritage, TAP et Belmont Forum, pour lesquels l'actualité n'est pas importante. Et puis parce qu'on n'a pas non plus le temps de tout passer en revue. Encore une fois, vous avez des points de contact aussi. Et surtout, il n'y a pas d'appel à projet lancé par ces 3 entités dans les prochains mois, en tout cas durant l'année 2025-26. Alors, Norfes, je ne vais pas décrire encore une fois la diapositive. Il y a autour de cette table 2 personnes qui jouent un rôle très important dans le réseau Norfes. À ma droite, Romain Garcier, qui est à la fois vice-président du réseau et coordinateur du réseau. La France a la coordination du réseau, et avec lui travaille Marie Fleck, qui assure aussi la coordination du réseau. Donc on joue un rôle important depuis 4 ans, 5 ans peut-être déjà, et ce mandat, nous l'aurons jusqu'au printemps prochain. C'est la raison pour laquelle un événement auquel vous êtes conviés, auquel vous pouvez vous inscrire, aura lieu au mois de mai prochain, organisé à Paris, qui fera un bilan, ou en tout cas une présentation des projets qui ont été financés lors du dernier appel à projet Norfes Wellbeing en 2024. Donc c'est aussi une manière pour vous de voir ce qui se passe là. Ce sont des projets en sciences sociales, et vous le voyez avec 19 pays européens, donc des consortia très intéressants, très variés. Pour l'instant, pas de nouvel appel prévu pour Norfes. Pourquoi ? Parce que vous allez comprendre la logique très vite. Ces réseaux et ces plateformes vont entrer pour certains d'entre eux en dormance, ou en tout cas ne vont pas lancer d'appel avec la même régularité qu'auparavant, ou peut-être plus du tout d'appel, pour être tout à fait honnête avec vous, parce que les partnerships dont on va parler tout à l'heure vont en quelque sorte se substituer, mais en fait ils ne se substitueront que partiellement au périmètre recouvert par ces réseaux et ces plateformes. Pour dire les choses autrement, c'est une logique là, de remplacement qui se fait, mais qui n'est pas tout à fait satisfaisante, parce que les partnerships ne vont pas couvrir l'ensemble de ce que couvraient, de thématiques, de disciplines que couvraient les réseaux et les plateformes, mais surtout ce sont des objets complexes, difficiles à administrer, très lourds, dont on verra certainement les vertus, mais qui pour l'instant prennent beaucoup de temps à monter, alors qu'il y avait une forme d'agilité vraiment particulière et très appréciable s'agissant des réseaux et des plateformes. Bon. Donc, le Norfes est en train de participer à la préparation du Partnership Social Transformations and Resilience, qui sera le dernier à entrer en activité en 2027.
Je passe très vite sur ERA. Là aussi, autour de la table, nous avons des collègues qui sont très, très impliqués. Tobias Hoffmann, qui est responsable scientifique, qui fait partie du Governing Board, et Marie Fleck, à nouveau aussi, qui sont représentent la France, en fait, dans ces instances. Et là aussi, ERA, qui a lancé pendant des années des appels, va se mettre un peu en sommeil, mais pour autant avec une activité d'animation scientifique tout à fait intéressante, valorisation des projets déjà financés, avec une médiatrice scientifique. Là aussi, toutes ces manifestations sont accessibles. Il y a des sites web, des réseaux. Les collègues que j'ai nommés sont là pour répondre à toutes vos questions et vous orienter si vous avez envie d'aller voir ce qui se passe là-bas, ne serait-ce que pour avoir aussi peut-être des idées de partenaires pour vos propres projets, même en dehors de ces plateformes ou de ces réseaux. Et enfin, Aura, qui est, je dis enfin parce que ça fait partie des 3 que j'ai vraiment souhaité mettre en avant, qui jusqu'à présent était autour de cette table administrée par Maria Ziglioni, et c'est Solène Galerne qui prend la suite. Alors c'est un appel qui marche très bien pour les Français, en ce sens que, d'abord, vous voyez que les partenaires sont peu nombreux. Il y a des partenaires européens et des partenaires d'Amérique du Nord, c'est l'Atlantique Nord, c'est-à-dire l'Allemagne, le Canada, je les ai mis par ordre alphabétique, la France, le Royaume-Uni. Les Pays-Bas, historiquement, faisaient partie, et puis se sont un peu désengagés, vont peut-être revenir, et le Japon, sporadiquement. Donc, c'est pas de l'Atlantique Nord, je vous rassure, je fais pas la... Enfin, il est peu présent et historiquement plus récent. Des appels en sciences sociales non thématiques, voilà, et pour lesquels on a de très bons résultats. Là, on a l'espoir qu'en 2026, enfin plutôt qu'en 2027, en gros, entre 2026 et 2027, il y a un appel Aura neuf. Les choses sont parties pour, donc nous ferons toutes les annonces, voilà, que nous pourrons faire dès que nous aurons un peu plus de renseignements sur le calendrier, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors, on en arrive au partnership dont je parlais tout à l'heure. Alors, nous sommes concernés en SHS par 3 d'entre eux. Il y en a plusieurs autres dans les autres départements, et certains d'entre eux sont plus anciens que ceux que je vais vous décrire. Le partnership qui concerne la santé publique, Transforming Health and Care Systems, est en fait un partnership partagé par le département biologie santé, enfin, entre le département biologie santé et le département SHS. C'est Maria Ziglioni qui l'administre côté SHS. Il a déjà, on va le voir, je vous montre tout de suite, déjà lancé 3 appels, sauf erreur de ma part. Le 3e est en cours de finalisation. Ce sont, vous voyez, les titres des appels, à chaque fois, les intitulés. On est vraiment sur des problématiques de santé publique. Alors, ce qui pourrait les SHS est intéressant parce que nous avons un comité d'évaluation dans la APG, qui est le comité 36, c'est l'axe transversal H4, et où déjà il existe des équipes françaises qui travaillent souvent entre elles, là pour le coup, parce que il n'y a pas d'international, mais qui travaillent fort bien et qui pourraient tout à fait aussi candidater à certains des appels de ce partnership. C'est la raison pour laquelle nous faisons un focus aujourd'hui dessus, un appel comment dirais-je, aux collègues à se manifester sur ce partnership en particulier. Et puis, donc, 2 autres partnerships qui sont en fait en préparation. Le plus avancé des 2, c'est celui sur le patrimoine culturel, dont Éléonore Muidine a la charge, a eu ces derniers mois la lourde charge de travailler évidemment avec les autres agences et la Fondation des sciences du patrimoine qui va très probablement assurer la coordination du partnership. Donc à travailler à la rédaction du programme de travail, de l'accord de consortium, etc. L'ANR s'est positionnée pour assurer le call secrétariat, c'est-à-dire l'administration de tous les appels, les 7 appels du partnership.
mais avec évidemment des forces supplémentaires, le renfort de nombre de l'équipe et de personnes que nous allons aussi recruter pour cela. Ce qu'il est important de voir, c'est qu'il y a plusieurs thématiques retenues. Ce qui est important dans le titre aussi, c'est patrimoine culturel, mais en rapport avec les questions climatiques, environnementales, la résilience du patrimoine, d'ailleurs matériel, mais pas seulement, patrimoine aussi immatériel, dans ce contexte de grande transition. Voilà. Le premier appel à projet, si tout se passe comme prévu, si nous avons l'accord final de la Commission européenne, le premier appel sera lancé début 2026. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous sommes en première ligne, donc les informations, nous les avons, et dès que nous aurons le droit de les diffuser, nous le ferons. Nous ferons probablement un ou plusieurs webinaires ANR pour les communautés et pour faire appel à vous. Là, je vais peut-être laisser la parole à Romain pour ce partnership. Oui, Romain Garcier, Marie, bien sûr, sans toi très libre d'intervenir aussi. Le partnership Social Transformation and Resilience, il est en cours de développement pour un lancement qui est prévu début 2027, et la coordination du partnership sera vraisemblablement, très certainement même, assurée par l'agence polonaise. Il regroupe plus de 20 pays, à la fois des agences de financement de la recherche et des ministères. La raison pour laquelle nous le mentionnons actuellement, c'est que, comme il est en cours de développement, nous avons besoin de l'input, pour parler en bon français, des communautés scientifiques pour aider à abonder le travail au sein du partnership en donnant des idées, donnant des perspectives de recherche. Et ce partnership, il est construit autour de 4 axes thématiques. Donc n'hésitez pas, dans vos organismes, dans vos universités, à identifier des chercheurs et des chercheuses qui pourraient participer aux discussions sur le contenu scientifique de ces 4 axes thématiques. Le premier porte sur les systèmes de protection sociale et les services essentiels. Le deuxième sur l'avenir du travail et les changements qui sont prévisibles et qui sont observables dans les manières de travailler en Europe. Un troisième axe porte sur la question de l'éducation et des compétences, notamment les compétences numériques. Et puis une quatrième dimension réfléchit sur les impacts sociaux de la neutralité climatique et des politiques de neutralité climatique, en essayant de s'assurer de leur caractère juste. Donc en ce moment, il y a un travail en cours d'élaborer pour l'élaboration de ce qu'on appelle l'agenda stratégique, et donc il y a des enquêtes et des workshops qui sont en cours. Vous trouverez le lien vers ces appels à manifestation d'intérêt en regardant le PowerPoint, ce PowerPoint-là. Vous avez nos adresses, donc n'hésitez pas à vous mettre en relation avec nous si vous souhaitez participer à l'élaboration du contenu de l'agenda stratégique de ce partnership. Alors, nous arrivons au bout de la partie 1, avec une diapositive qui essaye de résumer très vite, parce qu'il faut faire très vite, 4 années en réalité d'appel à projet, puisque nous avons lancé un programme d'appel Sciences avec et pour la société qui compte jusqu'à présent 5 appels opérés depuis 2021, qui ont permis de financer 123 projets. 1,4 million, il y a une erreur, c'est 14 millions. C'est 14 millions. Excusez-nous, c'est pour 14 millions, une petite erreur de virgule. Comme vous le savez aussi, nous avons lancé des vagues comment on appelle ça, d'abondement, c'est-à-dire une somme à donner à des projets déjà lauréats de l'ANR pour faire de la médiation scientifique, aussi à hauteur, là, depuis 4 ans, de 12 millions d'euros. Alors, en 2025, il n'y a pas eu d'appel à projet pour des raisons essentiellement budgétaires. En 2026,
sur l'exercice budgétaire 2026, il y aura un appel thématique, le 6e, intitulé « Expertise en appui aux politiques publiques ». Là aussi, si vous voulez, tout à l'heure dans la discussion, si vous êtes intéressés, nous pourrons vous en dire plus. C'est Tristan qui opère depuis le début, Tristan Lescure, qui opère ces appels avec le concours d'autres membres du département. Et nous sommes en train de rédiger le texte de l'appel, qui sera publié début octobre, si tout va bien. Alors, on va terminer sur quelques diapositives, donc, qui constituent la deuxième partie, qui vise à vous montrer que ce qui nous fait plaisir, tout simplement au sein de l'équipe, puisque nous sommes mobilisés depuis plus de 4 ans, justement avec pour objectif de faire que les sciences humaines et sociales viennent plus nombreuses déposer à nos appels à projets. Nous sommes à votre service pour cela. Donc, si les chiffres sont bons, évidemment, nous avons un peu peut-être la vanité de penser que c'est un tout petit peu grâce à nous. En tout cas, les chiffres, en tout cas, les graphes sont parlants. Depuis 2000, alors les graphes partent de 2018, qui fait déjà bien longtemps. La nouvelle programmation mise en place l'a été à partir de 2022. Donc, vous voyez qu'à partir de 2022, les chiffres montent, mais ils montent encore trop peu, parce que même 700 projets déposés à l'appel à projet générique, ce n'est pas assez. Cela dit, nous avons l'impression malgré tout qu'avec un taux de sélection de plus de 24%, de 24,5%, et une programmation plus adaptée, les SHS ne doivent pas avoir peur et ne doivent surtout pas se censurer pour venir déposer au générique. Là, on a non seulement les chiffres du dépôt, mais ceux de la sélection, et puis les taux de sélection qui, vous voyez, sont pour les SHS, ne sont que les chiffres des SHS à l'appel à projet générique, au-dessus de la moyenne générale de l'ANR qui tourne autour de 24% depuis 3 ans, 24,5%, alors qu'on est plus, et surtout quand on regarde les 7 comités, 7 axes, enfin 7 comités correspondant aux 7 axes SHS, on a parfois pour certains comités des taux de sélection encore plus élevés. Il est vrai aussi que la fameuse priorité SHS dont j'ai parlé tout à l'heure aide, puisqu'elle aide à financer un peu plus de projets sur liste complémentaire. Donc, j'ai fait ce petit schéma parce que une autre manière de dire que le dépôt augmente, voilà, il a en gros augmenté de 50% depuis 2021, enfin, dernière année de la programmation précédente. Et si l'on ajoute à ce qui est dans le tableau, c'est-à-dire les chiffres APG auxquels j'ai ajouté les chiffres du FRAL, puisque le FRAL c'est une sorte de PRCI, comment dédié, mais je veux dire hors APG. Si on ajoute à ces chiffres-là ceux du dépôt aux autres appels où il y a des SHS dans les axes transversaux dont on n'a pas beaucoup parlé, mais dont on peut parler tout à l'heure, de la APG, mais aussi tous les appels qu'on a nationaux et internationaux dont il vient d'être question. On a à peu près 1200 projets en SHS qui sont déposés à l'ANR. Donc, en réalité, notre discrétion est un peu surestimée, ou plus exactement, nous sommes plus nombreux qu'on ne le pense souvent. Et d'où l'intérêt de faire remonter ça aussi, en particulier au ministère, qui d'ailleurs s'en félicite, bien sûr. Voilà. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que depuis 4 ans, en fait, le nombre de collègues, de chercheurs et d'enseignants-chercheurs qui déposent sont pour nous des nouveaux déposants. C'est-à-dire que nous ne les avons jamais vus auparavant déposer en tant que coordinateur ou comme responsable de partenaire. Ils ont pu être membres d'équipe, ça on n'a pas vérifié ça. Donc ils n'étaient peut-être pas forcément totalement éloignés de l'ANR auparavant, mais on a une forte proportion, plus de 34% en SHS, ce qui est bien au-dessus de la moyenne des autres domaines scientifiques, qui tournent autour de 16%. Et on voit surtout venir ou revenir à l'ANR des disciplines qui ne déposaient plus ou pas assez à l'ANR. Voilà. Et la dernière diapositive
vise à saluer les 4 lauréats de l'ERC Starting Grant de 2025, qui font partie des 9 lauréats français, donc près de la moitié des lauréats, qui sont passés par le dispositif Access ERC. Nous en sommes ravis. Et nous espérons que pour les prochaines éditions, parce que nous avons une vingtaine de candidats là, qui déposent à l'ERC, une vingtaine de lauréats Access qui vont déposer à l'ERC 2026 en octobre 2025. Nous espérons d'avoir d'aussi bons résultats, sinon mieux. Nous vous remercions de votre attention pour cette première partie. Et maintenant, place aux questions. Alors, on a eu une première salle de questions qui, d'abord, peut-être de manière un peu plus générique, touche au SHS en général. Une première question concerne plutôt une demande de précision sur qu'est-ce qu'on entend par les SHS aux interfaces. Et on peut peut-être coupler cela avec comment faire pour bénéficier de la priorité. Je pense qu'il y a un besoin d'explicitation sur ce qu'est la priorité SHS, ainsi que dans ton descriptif, ce qu'étaient les SHS aux interfaces. Alors, on ne peut pas bénéficier de la priorité SHS. Ce n'est pas une sorte de label qui viendrait taguer les projets au moment de leur dépôt. Pas du tout. En réalité, il s'agit avec cette enveloppe de financer des projets en liste complémentaire. Nous en finançons déjà, l'ANR finance des projets en liste complémentaire avec les reliquats des comités. Et en SHS, on n'a pas uniquement cette enveloppe pour abonder les listes complémentaires, mais elle augmente les possibilités. Alors, ça veut dire que dans une liste complémentaire, et ce sont les comités qui vont les identifier, ce sont le comité de pilotage aussi de cette priorité qui vont identifier des projets qui sont particulièrement sont construits sur une interdisciplinarité bien intégrée, équilibrée entre les différentes disciplines. Ce qui va être effectivement, l'idée c'est de favoriser surtout l'interdisciplinarité avec les autres domaines, biologie, santé, physique, chimie, énergie, etc., écologie, environnement, numérique et mathématiques. Mais aussi, parce que cette interdisciplinarité-là, on ne l'oublie pas et on sait qu'elle peut être parfois très féconde et pas toujours... je parle de l'interdisciplinarité entre les sciences humaines, entre elles, sciences humaines et sociales, au sein des SHS en général, parce que tous les appariements n'existent pas encore, il y a des possibilités de mixage, et justement, on sera plutôt enclin à favoriser, encore une fois à qualité égale, bien sûr, des projets qui feraient de l'interdisciplinarité un petit peu de rupture, ou en tout cas innovante, ou au moins originale. Voilà, je pense avoir... Ensuite, nous avons des questions plutôt sur les instruments qui ont été développés. Première question sur le PRC, et une question d'ordre assez classique, je dirais. Est-ce qu'un PRC paye-t-il des frais de collaborateurs pour des personnels à l'étranger? La réponse, alors non. Alors, la réponse est non, ce n'est pas des coûts éligibles. Voilà. Peut-être préciser un point, je pars sous votre contrôle, mais dans certains cas, et notamment quand vous avez des projets de collaboration qui impliquent des partenaires du Sud global, il est possible, sur des petites sommes, de leur octroyer un statut de collaborateur. Donc, avec une prestation de service qui peut être payée. En particulier s'il y a un accompagnement sur le terrain, s'il y a une prestation de service. Alors, bien une prestation de service, oui. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Bien que la prestation de service soit, selon le règlement financier, toujours bien encadrée, puisque celle-ci ne peut dépasser 50% de l'aide attribuée aux bénéficiaires de l'ADN.
Et si je peux aussi ajouter une précision sur les frais de mission également, mais ça va être en fonction du règlement interne de votre tutelle gestionnaire. Parfois, pour certaines participations à des colloques, ce genre de choses, des frais peuvent être éligibles. Mais là, il faut se référer au règlement des tutelles gestionnaires. Donc ça, pour toutes ces questions-là, les questions précises, vous pouvez vous adresser aux chargés de suivi des projets qui peuvent également voir avec les personnels chargés du suivi financier à l'ANR. Ensuite, nous avons une question sur les PRCE et la question a été précisée sur le fait que est-ce que les associations bénéficient-elles des mêmes taux d'aide que les PME et donc du relèvement à 60%. Donc, peut-être déjà une précision, je ne sais pas si c'était la question, mais déjà pour monter un PRCE, il est important de préciser que les associations en tant que telles ne peuvent pas être coordinatrices d'un projet PRCE. Elles ne pourraient l'être que comme partenaires du projet. Et donc, en l'état, les associations ne bénéficient donc pas du relèvement qui a été accordé au PME. Oui, autrement dit, nous ne traitons pas les associations, mais d'ailleurs, la loi ne traite pas les associations comme des entreprises à but commercial. Donc là, ce dont on parle avec les PRCE, sont vraiment des projets, un laboratoire, une entreprise. Mais il n'empêche, et c'est important de le dire, qu'à ce consortium, à ce noyau de départ, peut s'agréger une association. Mais l'association ne peut pas se substituer à l'entreprise. Pour cette question, vraiment, je vous invite à retourner sur le texte de l'appel et de vraiment bien voir l'instrument PRCE, puisqu'il est bien précisé ce qui est attendu comme partenaire à l'établissement public, à savoir que c'est une société commerciale et qui est vraiment définie comme une grande entreprise, une ETI ou une PME. Ensuite, nous avons une question sur les PRME et à partir de combien de chercheurs peut-on monter une mono-équipe dans un PRME? Il n'y a pas vraiment une limitation en termes de nombre de membres de l'équipe qui peuvent monter un projet PRME. Ce qui est essentiel, c'est que voilà, l'instrument de financement PRME, c'est un instrument de financement mono-partenaire, donc c'est la même équipe d'un même laboratoire qui se met ensemble pour conduire un projet. Mais il n'y a pas de limitation en termes de nombre de chercheurs qui peuvent se mettre ensemble pour faire un PRME. Si je peux compléter, il y a quand même un seuil de 1,5 ETP minimum. Donc voilà, ça ne donne pas un nombre de chercheurs, mais un équivalent temps plein recherche, en fait, avec l'idée d'une forte implication du coordinateur ou de la coordinatrice. Comme on parle du taux d'implication, j'enchaîne sur une autre question qui a été portée sur un autre instrument, le JCJC. Quel est le taux d'implication en général pour un JCJC et est-ce qu'il peut inclure un partenaire industriel? Alors, oui. Alors, donc, normalement, le taux d'implication d'un JCJC, c'est autour de 60-70%. C'est un instrument de financement monopartenaire, donc il n'y aura qu'un seul bénéficiaire de l'aide. Il peut y avoir un partenaire industriel, peut-être éventuellement, mais enfin, en tant que sur fonds propres. Tout à fait. J'essaie de rassembler vos questions qui concernent uniquement la APG et leurs instruments. D'autres questions sont rajoutées notamment sur les PRC, la pré-proposition doit-elle être rédigée en français ou en anglais? Pas deux. C'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. La différence, c'est la réponse que j'ai faite à Strasbourg, c'est que si vous rédigez en anglais, vous élargissez le scope des reviewers potentiels, puisqu'on peut l'envoyer à des gens qui lisent l'anglais. Et tout le monde ne lit pas le français dans les bases de données ANR. Donc, si vous rédigez en anglais, et si ça fait sens pour vous de rédiger en anglais, eh bien, vous bénéficiez d'un vivier de reviewers plus large.
Ensuite, plutôt une question sur les montages de projets, mais c'est vraiment lié aux instruments. C'est le coordinateur est-il obligé d'être SHS si une des équipes partenaires l'est? En fait, il n'y a pas d'instrument particulier, mais je pense que c'est une question plus globale. J'imagine dans le cadre d'un montage d'un PRC, et il en revient surtout au choix du déposant, coordinateur de la proposition. Il n'est pas forcément obligé d'être issu d'une discipline SHS pour émarger à l'un des axes, des 7 axes du département SHS. Évidemment que derrière, dans les différents critères d'évaluation qui est apporté, il sera nécessaire au coordinateur de son projet, dans la rédaction de ces 4 pages, de justifier de la complémentarité entre lui-même et ses autres équipes. Et évidemment, cela peut être après analysé d'une manière ou d'une autre par le comité d'évaluation qu'il aura souhaité viser. Ensuite, il y a une question sur les tutelles gestionnaires. Est-ce qu'elles sont forcément l'employeur du déposant? Donc, il y a une précision, par exemple, est-ce qu'un chercheur CNRS travaillant dans une UMR pourrait-il demander l'université concernée comme tutelle gestionnaire ou est-ce forcément le CNRS? Alors ça, je peux répondre. En fait, cela dépend des accords passés entre les établissements au niveau du site. C'est-à-dire que dans certaines universités, enfin dans certaines UMR, puisqu'on parle des UMR, donc des équipes mixtes CNRS université, le choix est que les projets ANR sont gérés par la tutelle CNRS et par exemple les projets ERC ou projets région sont gérés par la tutelle universitaire. Je donne un exemple. Voilà. Donc tout cela, c'est vraiment localement que vous vous renseigner. En tout cas, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Il y a des règles au sein de votre laboratoire et normalement la gestionnaire du laboratoire ou le gestionnaire doit pouvoir vous répondre là-dessus. Je vais passer à l'instrument PRCI, puisqu'on a eu 2 questions. Une première question un peu d'ordre générique sur est-ce que l'ANR envisage d'élargir ses partenariats à d'autres pays. Et comme complément, c'est est-ce qu'un PRCI seulement bilatéral France-Taïwan ou peut-il inclure d'autres institutions partenaires d'autres pays? Alors, pour répondre à la deuxième question, il peut y avoir d'autres pays, mais qui participent sur fonds propres. C'est-à-dire que dans le cas d'un PRCI, c'est du bilatéral, donc l'équipe française et l'équipe taïwanaise sont financées respectivement par l'agence dont elles dépendent. Autrement dit, l'ANR finance les projets français, l'agence taïwanaise, les équipes taïwanaises. S'il y a d'autres intervenants d'autres pays, il faut qu'ils arrivent avec leur propre financement. La question avant, c'était... Est-ce que l'ANR envisage d'élargir son partenariat à d'autres pays? Alors, effectivement, l'année dernière, nous avions un fichier, je crois, une diapositive sur les PRCI qui annonçait la possible ouverture à un partenariat avec le Royaume-Uni. Nous avons aussi beaucoup travaillé au sein du département à des possibilités avec les Espagnols, l'agence espagnole, avec le ministère italien, parce qu'il n'y a pas d'agence italienne. Tout ça est encore d'actualité, mais encore une fois, on est dans un contexte plutôt de réduction budgétaire, certainement de réduction budgétaire, et tout ce qui est nouveau n'est pas prioritaire, ou en tout cas, mais nous travaillons là-dessus. Il y a ici des responsables scientifiques qui œuvrent beaucoup pour maintenir de très bonnes relations ou entretenir de très bonnes relations avec des agences étrangères. Sur le Brésil, nous sommes, il va y avoir, ça c'est général, une ouverture à l'agence nationale, ce qui n'était pas le cas actuellement jusqu'alors. C'est des agences régionales, mais ça c'est, comment dirais-je, c'est aussi de la politique, la diplomatie scientifique qui se décide au plus haut niveau, et nous, voilà, nous ne sommes pas décisionnaires. On revient peut-être à l'instrument PRC, parce que d'autres questions ont émergé. Pour un PRC, y a-t-il un minimum ou un maximum d'implication pour chaque partenaire? Et peut-être j'enchaîne la seconde. Pour un PRC, faut-il plusieurs chercheurs par partenaire, laboratoire, ou peut-on avoir un seul chercheur? C'est la même, du coup. Peut-être... Non,
Il n'y a pas de minimum ou de maximum. Euh, Mais il faut que ce soit cohérent par rapport aux propositions du projet. Tout à fait. J'ai bon. C'est ça. Ben, Ça nous donne l'occasion de faire un quiz. non, mais alors après, il y a une question où ils reviennent sur des aspects parce que pour un projet qui implique les SHS et génie industriel, peut-il s'inscrire dans un interface SHS? Oui, tout à fait, tout à fait. H22, des choses comme ça. Je pense que parmi les axes transversaux qui ont été décrits tout à l'heure, il y en a l'axe H22, pardon, H18, pardon, je m'y perds, c'est le CE22 en tout cas, qui est ouvert à ce type de problématiques, on va dire, alors autour de la thématique de la ville, donc ça restera le champ, mais il y a d'autres axes que je n'ai pas cités, transversaux, où les SHS sont les bienvenus, pas assez représentés, raison pour laquelle on ne les a pas trop montrés, mais vous pourrez certainement trouver exactement ce que vous voulez, puisque thématique, il y a beaucoup de thématiques autour du département SPICE, qui sont en demande de coopération avec les SHS. Il voulait revenir sur, je pense, c'était sur la question du PRME, que signifie 1,5 équivalent temps plein minimum. Oui, alors, enfin, je peux continuer. En fait, si vous avez 10 membres d'équipe, on peut imaginer qu'un consacre 0,80% de son temps de travail, enfin entre 1,05 et 1,80% par exemple, pour le coordinateur ou la coordinatrice, et qu'après les autres membres vont consacrer par exemple 0,10%, 0,20%, etc. L'addition de tout ça doit faire 1,5 ETP. Et pour vous donner chose précis en termes de donc je vous invite à consulter la foire aux questions qui est disponible sur le site de l'APG, sur le site de l'ANR, sur la page de l'APG. Et donc, vous avez une section sur justement ces 1,5 équivalent temps plein recherche. Et donc, pour 1,5 équivalent temps plein recherche, pour un projet de 36 mois, par exemple, ça équivaut à 54 personnes mois, en sachant qu'on ne prend en compte que le personnel permanent dans le calcul de ces 1,5 équivalent temps plein recherche, et que le coordinateur ou la coordinatrice doit avoir une implication à minimum de 40%. Et c'est le temps recherche. Oui. Quand on est enseignant-chercheur, le temps l'activité se répartit à 50% pour la recherche et à 50% pour l'enseignement. Donc c'est sur le temps recherche qu'est calculé ce pourcentage. Peut-être une question qui est également en lien, c'est le fait que est-ce que les chercheurs, dans le cadre d'un dépôt d'un PRC, peut-il être en poste ou pas? Non. il faut qu'il soit, pour être responsable scientifique d'un partenaire, en tout cas, il faut qu'il soit membre si c'est pour un laboratoire, par exemple, il faut qu'il soit membre du laboratoire. Il faut qu'il soit permanent. Il faut qu'il soit permanent. Il faut qu'il ait un poste et qu'il ait un poste sur la totalité de la durée du projet qu'il dépose. Oui, ça veut dire un poste permanent. Ça peut être soit un poste, effectivement, un CDI, enfin un poste de fonctionnaire, donc durée indéterminée, soit un contrat de travail qui couvre l'ensemble de la durée du projet. Donc on ne peut pas, et j'ajoute parce que j'avais vu aussi la question, on ne peut pas être responsable scientifique d'un partenaire, d'un laboratoire, si on est membre associé. Parce que j'ai eu le problème, il faut être membre à plein du laboratoire pour pouvoir être responsable scientifique d'un partenaire. Et coordinateur, a fortiori. Et coordinateur, a fortiori. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment sur les enjeux, on dirait, APG. On va passer sur peut-être des questions sur nos appels à projets spécifiques. Une question sur Access ERC qui nous a été posée. Un chercheur permanent ne peut donc pas postuler à Access ERC? Non. La réponse est non. C'était vraiment un appel spécifique dédié aux non permanents.
Et donc, vous aviez posé une question derrière, mais qui n'a pas de sens, puisque j'imagine qu'elle concerne un titulaire, et ce n'est pas le cas. Il y a également une question sur les actions SAPS. Est-ce qu'un bilan, des rapports d'activité sont-ils prévus? Et également développer de manière succincte le prochain appel expertise en politique publique tel que tu l'as présenté. Alors, des bilans, nous en faisons, enfin, pour l'instant, enfin, nous allons faire d'ailleurs un premier bilan en octobre prochain, le 17 octobre, au Sénat, lors d'un événement qui est organisé autour de l'engagement citoyen dans la science. Nous allons faire un premier bilan des projets financés, des projets de recherche participative ou à composante participative que nous avons financés dans le cadre de ce programme. Mais nous assurons effectivement un suivi et nous faisons en interne en tout cas des bilans réguliers. Bon. S'agissant de l'appel à venir expertise en appui aux politiques publiques, il s'agit via cet appel de rapprocher des chercheurs de toutes les disciplines, de tous les domaines scientifiques et pas uniquement SHS, des administrations centrales, enfin, de la fonction publique d'État, de la fonction publique hospitalière, de la territoriale, afin que travaillent ensemble et que se fasse ce qu'on appelle cette forme de transfert des connaissances particulières qu'on appelle l'expertise scientifique. Donc, nous sommes en train de construire un appel qui visera à financer des consortia réunissant à minima un laboratoire. Quand je dis un laboratoire, c'est une personne ou plusieurs d'un laboratoire et puis une administration. Nous avons une conception très étendue de la notion d'administration et d'échelle aussi à tous les niveaux, local, régional, national et international également, afin que ces consortia travaillent sur la réponse à une question soulevée par les administrations. Alors ça peut être d'ailleurs aussi une question adressée par les chercheurs aux administrations. On est pas seulement dans un appel d'offres des administrations comme ça se fait classiquement. Là, et puis surtout, dans ce cas-là, ce sont des projets qui seront d'une durée d'environ 36 mois, donc qui pourront nous permettre d'employer des doctorants et des postdoctorants. Voilà, alors si vous n'êtes pas sûr, dans très peu de temps, vous en saurez plus. En moyenne, les projets seront financés à hauteur de 300 000 euros. Et ce qui est recherché, c'est finalement des projets dont les résultats, dont les productions seront des solutions concrètes. Enfin, en tout cas, des solutions concrètes, je m'entends par là, des préconisations conjointes faites par les chercheurs et les administratifs pour orienter les politiques publiques. La notion aussi d'évaluation des politiques publiques que nous avions un petit peu écartée au départ est aussi intégrée à cet appel. Donc, toutes les problématiques relatives à l'évaluation des politiques publiques, on peut même faire quelque chose d'un peu méta là-dessus, pas seulement proposer des évaluations de politiques publiques. Bref, c'est un appel assez ambitieux parce qu'il essaye de proposer plusieurs pistes possibles. Et voilà, là encore, nous ferons un webinaire de lancement. On a à nouveau une question sur le côté interdisciplinaire, les SHS aux interfaces. Et est-ce que l'interdisciplinarité, c'est aborder la question de manière interdisciplinaire, ou la question peut-elle être abordée dans une discipline à partir d'un consortium pluridisciplinaire, à savoir différentes sections de CNU? On entend l'interdisciplinaire dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que les disciplines qui travaillent ensemble, les questions pluridisciplinaires soient comment dirais-je, promettent des méthodologies adaptées avec une implication, encore une fois, de toutes les parties prenantes. On veut des projets qui soient, mais il en existe déjà beaucoup, c'est rien de très nouveau en réalité, mais qui soient, où l'interdisciplinarité ne soit pas que de façade, et où les SHS surtout ne soient pas, comment dirais-je, plus cosmétique qu'autre chose. Voilà. On veut stimuler une interdisciplinarité qui bénéficie aux SHS autant qu'aux autres sciences. Ensuite, on revient sur du montage de projet. Est-ce qu'un PRAG, membre permanent d'un laboratoire, peut-il faire partie d'un projet?
Oui. Là, il a un temps de La réponse est recherche. oui. Ensuite, on revient sur le taux d'implication d'un JC. Est-ce que ça correspond au temps de recherche ou au temps de travail? Le temps de recherche. Recherche. De recherche, oui. Le temps de Pas recherche. C'est le temps de recherche. Ouais, le temps de recherche. À ce stade, on a épuisé l'ensemble des questions. Il y a eu une question spécifique sur le CE36 et ses taux de succès. La réponse est qu'elle est équivalente aux autres comités d'évaluation du département SHS, à savoir entre 23 et 24,5% sur les 4 dernières années. Donc là-dessus, il est tout à fait similaire aux autres axes scientifiques du département. Ah, pardon, j'avais. Est-ce qu'on peut être responsable scientifique si on est titulaire, enfin si on est fonctionnaire de l'éducation nationale et membre d'un laboratoire? Donc là, la question, j'imagine, se rapporte à des gens qui seraient PRAG ou PRCE. La réponse que je formulerai, je parle sous votre contrôle, c'est que si la tutelle qui vous emploie et l'organisme qui vous emploie est tutelle du laboratoire et que cet organisme est d'accord pour vous confier des activités de recherche, vous êtes fondé à porter un projet scientifique. Puisque le décret du 16 juin 2000 autorise les PRAG et les PRCE à conduire des activités de recherche et éventuellement à bénéficier d'ailleurs de décharges d'enseignement pour ça. Là, la question du coup, c'était non pas en PRAG mais en dispo. Et là, pour le coup... en disponibilité. Oui, il vient de préciser. Je pense pas. Le problème, c'est que si vous êtes en disponibilité, qui vous finance en fait? Si c'est le laboratoire, si vous êtes employé par l'université, oui. Si votre employeur, c'est l'académie, non. Ensuite, il y a une question sur le taux d'implication. Est-il possible de porter un projet ANR tout en faisant partie d'une équipe sur un autre projet ANR? Il y a une limite d'implication qui est rappelée dans le guide et dans le texte de l'APG, où un coordinateur, donc vous pouvez porter un projet et être responsable scientifique pour maximum 2 autres projets. Vous pouvez être membre, par contre, d'autres projets, mais si vous diversifiez comme ça, il faut faire attention aux tâches que vous allez mener dans chacun des projets et donc vérifier que vous pourrez bien mener de front toutes ces tâches. Mais en tout cas, officiellement, la règle, c'est donc une forte implication dans 3 projets maximum si vous êtes porteur, au maximum 2 projets en tant que responsable scientifique. Ensuite, une question d'ordre plutôt de critériologie. Est-ce que le montant financier demandé à l'ANR est-il un critère de décision en étape 2? C'est pas le montant en lui-même, ça va être l'adéquation des moyens demandés aux tâches qui doivent être menées dans le cadre du projet. Donc si le montant demandé peut être assez élevé, mais si c'est cohérent avec les tâches qui doivent être réalisées, ce ne sera pas forcément discriminant. Est-ce que l'on peut, dans la rédaction d'un projet, citer une bibliographie sélective, à savoir quelques travaux clés, à la fin, ou doit-on citer l'ensemble des références citées dans le texte du projet? Alors, est-ce que ça concerne l'étape 1 ou l'étape 2? Je pense que la réponse est un peu différente. Normalement, si vous citez des références scientifiques ou bibliographiques en tout cas dans votre projet, elles doivent figurer à la fin. Il est important d'assurer une traçabilité de ce que vous dites pour les relecteurs. Dans certains cas, notamment si vous êtes en étape 1, bien sûr, vous n'allez pas avoir une bibliographie complètement pléthorique. Et à ce moment-là, vous concentrer sur quelques références centrales paraît une bonne stratégie. Alors ensuite, on a une question. Essayez de vous la relayer. Pour la majorité des projets, pour déposer une candidature,
personne comprend qu'il faut être titulaire. Donc, est-ce que les budgets permettent de financer le poste d'un titulaire? On y reviendra. La personne décrit sa situation, elle est employée comme chargée de recherche dans une école de travail social sur une modalité d'autofinancement. Dans ce cas-là, est-ce que l'ANR pourrait financer une partie de son poste ou seulement financer des missions et d'autres embauches? Alors, dans ce cas-là, moi, je vous invite à vous référer à un document que je pourrais vous envoyer à l'issue de ce webinaire pour renseigner votre établissement auprès de l'ANR, auprès du service juridique, qu'il puisse vous renvoyer on va dire la situation juridique de votre établissement et comprendre quelle est votre situation au sein de cet établissement. Et à travers de cela, on arrivera à vous répondre plus justement à votre question. Toutefois, si on répond à votre toute première question, qui était est-ce qu'on peut financer un poste lorsque vous êtes titulaire, la réponse est non. L'aide ANR ne n'aide pas à financer votre salaire en tant que titulaire. Donc, elle aiderait à financer éventuellement une embauche sur votre projet. S'il s'agit d'un partenaire public. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je demande de préciser auprès du... Parce que dans le cas d'un partenaire privé, le salaire des personnels permanents peut être une dépense éligible, mais donc il faut bien clarifier le statut de votre établissement. Alors là, une question un peu, je dirais, classique. Est-ce que vous nous conseillez de déposer en anglais, mais peut-on déposer deux versions, une en anglais ou une en français? Non, il faut choisir une des deux langues, mais l'ANR recommande fortement comme on l'a dit tout à l'heure, de déposer plutôt en anglais. Voilà, surtout pendant la phase surtout pendant l'étape 2, donc où il y aura des évaluateurs externes qui vont expertiser le projet, en plus des membres de comité. Si le projet est rédigé en anglais, on a plus de chances que le projet soit expertisé par des experts aussi basés à l'international. Donc, la langue recommandée, c'est l'anglais, mais on peut déposer en français. C'est pas... Et ça fait sens dans certaines disciplines, et je pense en particulier au droit, puisque le droit, il reste quand même assez largement national, et que donc, si vous posez un sujet sur des problématiques juridiques en France, il est vraisemblable que vos experts seront des universitaires français. Ensuite, une question plutôt d'ordre général sur nos taux de succès. Quel est le taux de réussite le plus élevé entre les domaines disciplinaires et les axes transversaux? Quel est le taux de réussite comparé entre un projet de recherche mono-équipe et un projet de recherche collaborative? Pour la première question, je ne sais pas. Pour la deuxième, je crois que c'est très variable d'un comité. Pour la première question, je vous laisserai répondre. Pour la deuxième, je crois que c'est très variable d'un comité à l'autre. Moi, je sais que dans mon comité, qui est le CE27, donc études du passé, patrimoine et culture, les projets les PRME réussissent généralement moins bien que les PRC, mais je crois que c'est pas du tout le cas dans tous les comités du département. Non, en effet, c'est vraiment ce qui va dépendre, c'est la qualité du projet. Donc, ce n'est pas parce que vous déposez avec un instrument ou un autre que vous avez plus de chances d'avoir un projet qui va être sélectionné. Ce qui compte, c'est si vous choisissez un instrument, que ce soit l'instrument le plus adapté pour mener à bien votre projet. Et nous n'avons pas de quota par instrument. Les comités ne sont pas restreints de ce point de vue-là. On revient sur plutôt l'étape 1 et la constitution du dossier. Pour compléter la bibliographie, est-ce que des références des partenaires présents dans les CV peuvent-elles être omises des 4 pages, dans la mesure où elles apparaissent dans les CV? Alors là, c'est une question assez complexe parce qu'on peut être tenté de citer effectivement l'ensemble de la bibliographie des participants au projet dans le projet. Comme disait Romain tout à l'heure, la meilleure stratégie quand même, c'est d'essayer de se concentrer sur un minimum de références clés et de bien respecter les 4 pages avec le format indiqué par l'ANR, donc pour la première étape, et ensuite en deuxième étape de bien respecter
le format des 20 pages avec la prescription donc en termes de mise en forme. Je dis ça parce qu'il est assez fréquent qu'on trouve des projets avec effectivement des bibliographies qui se veulent exhaustives. Les candidats pensent que c'est très important d'avoir ces bibliographies exhaustives, sauf que ça va les pénaliser ensuite s'ils n'ont pas, si tout l'espace est mangé par la bibliographie, donc pour exposer le projet, ou alors inversement s'ils débordent en fait de l'espace prescrit en essayant de réduire par exemple énormément le corps de texte de la proposition. Donc voilà, vraiment j'en appelle à la stratégie donnée par Romain de se concentrer sur une bibliographie raisonnable autant que possible. Ensuite, nous avons une question sur donc l'instrument PRC. Existe-t-il un nombre maximum de financement de thèses dans un PRC? Si on regarde la pertinence des tâches, si vous mettez 10 doctorants sur la même tâche, le comité va se poser la question de la pertinence de ces doctorants. Il y a aussi une autre problématique qui est que les projets ne doivent pas être faits par les non-permanents uniquement. Autrement dit, le ratio entre les chercheurs non-permanents, doctorants ou post-doctorants et les permanents, le taux d'implication respectif des uns et des autres est scruté par les comités. Nous avons son corollaire pour l'instrument JCJC. Est-il possible de faire financer un doctorant sur une ANR JCJC? Oui. Réponse Tout à fait. est oui, parce qu'il faut. Si le doctorant est rattaché au partenaire du coordinateur, puisque dans le cas d'un JCJC, c'est un projet monopartenaire, donc il y aura un seul partenaire bénéficiaire de l'aide ANR, et donc si la tutelle gestionnaire est une université, le doctorant doit être attaché à cette université pour pouvoir bénéficier du financement. Et rappeler que la philosophie de l'instrument JCJC, c'est la prise de responsabilité du déposant. Dans ce cadre, évidemment, s'il y a lien de rattachement avec le déposant lui-même, dans ce cas-là, c'est tout, c'est prévu dans les dépenses éligibles de ce projet. Maintenant, on repasse sur l'instrument PRME. Doit-il nécessairement concerner une équipe existante dans l'organigramme d'une unité de recherche, ou l'équipe impliquée peut-elle être constituée de membres de plusieurs équipes de la même unité de recherche? Oui. Je vous laisse répondre. Oui. En fait, il n'y a pas de. Donc, si c'est une équipe déjà existante, voilà, mais différentes configurations sont possibles. Mais dans ce cas, dans tous les cas, il faut avoir l'autorisation du directeur ou la directrice d'unité. Alors, c'est évidemment la bonne réponse. Ce que je veux dire, c'est que si vous assistez peut-être au webinaire d'un autre département, comme BS, ou, par exemple, où très majoritairement les équipes de recherche, enfin, les laboratoires de recherche sont constitués en équipes qui ont même une existence, enfin validée par le HCRS, enfin, et qui ont leur propre dotation, etc. On vous dira que ce sont ces équipes constituées qui sont uniquement éligibles au PRME. Enfin, je dis ça, je pense sans trahir ce que disent mes collègues, alors qu'en SHS, on précise bien, comme Catherine l'a fait, que ce qui compte, c'est finalement l'avis favorable, enfin l'autorisation en quelque sorte, donnée par le directeur d'unité à l'équipe projet qui se constitue pour ce PRME et qui peut être effectivement transversal à plusieurs axes d'un même laboratoire. Mais il faut rester dans le même laboratoire, dans la même unité de recherche. Nous avons une question encore une fois sur est-ce qu'un partenaire de projet, un laboratoire, peut associer dans son partenariat des collègues d'autres universités ou laboratoires pour éviter la multiplication des partenaires? Alors, ce que je comprends, c'est que, peut-être que c'est pas ça, mais vous demandez si, par exemple, un laboratoire ou un partenaire peut prendre sous sa tutelle des chercheurs qui viendraient d'autres universités ou d'autres laboratoires. La réponse est oui,
mais ça veut dire que la tutelle gestionnaire de l'aide de l'ANR sera cet unique laboratoire. Donc, si votre laboratoire est d'accord pour organiser les missions de chercheurs et de chercheuses externes, pour l'ANR, ça ne fait pas de différence. C'est simplement les gestionnaires de vos laboratoires qui vont peut-être regimber à l'idée de s'occuper des missions ou de financer ou de gérer la recherche de gens qui sont extérieurs à l'unité. Mais d'un point de vue de l'ANR, ça ne fait pas de différence. Il faut vraiment voir donc, avec votre tutelle gestionnaire quelles sont ses règles, puisque ça peut être très variable d'une tutelle à l'autre. Valérie redemande une personne qui n'a pas forcément entendu ta réponse sur la question des tutelles gestionnaires. Est-ce qu'elle est forcément l'employeur du déposant pour un JCJC? Est-ce que, par exemple, un chercheur CNRS travaillant dans une UMR peut-il demander à l'université concernée comme tutelle gestionnaire ou est-ce forcément le CNRS? Non, c'est... Encore une fois, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes chercheur CNRS dans une UMR que votre projet sera forcément géré par le CNRS. Et inversement, pour un enseignant-chercheur, ce sont des règles locales qui s'appliquent, politique de site, entre les organismes et les établissements qui se répartissent la gestion et les frais de gestion d'ailleurs, puisqu'ils précipitent des projets ANR. Donc je ne peux pas donner de réponse du tout. Pour le cas particulier qui est posé là, renseignez-vous auprès de votre gestionnaire de laboratoire. Pour un PRC, faut-il parler de tâches dans la pré-proposition? Et j'enchaîne sur une question qui vient de nous être posée. Est-ce que ça peut être organisé en work package? Ça y est, on a une trame, je crois qu'elle est en ligne d'ailleurs, il y a une trame qui peut vous servir de base pour rédiger votre pré-proposition, puis ensuite votre proposition si le projet passe en étape 2, qui vous donne un peu tous les... qui vous aide à rédiger votre proposition avec le cadre attendu. On a la question pour l'instrument JCJC, mais ça vaut aussi pour les autres instruments, donc je vais la poser de manière un peu plus générique. Existe-t-il une durée à ne pas dépasser et un montant d'aide? Et quelle est la norme en général? Personne ne se focalise sur les JCJC, mais je pense qu'on peut répondre de manière plus générique à cela, ou avec les autres instruments. Pour la durée, c'est 60 mois, comme pour tous les instruments. Pour le montant, non, il n'y a pas de règle, encore une fois. C'est en fonction des tâches, des objectifs du projet. Il faut que les moyens demandés soient en adéquation avec ces tâches, ces objectifs. Et pour les durées des projets, vous avez bien décrit dans le guide de l'APG, dans l'appel à projet générique, enfin dans l'appel 2026, et dans la foire aux questions, les différents types de durées de projet que vous pouvez demander. De 24 à 60 mois, et échelonné. Petit complément sur les usages, si vous allez sur le site Data ANR, vous allez pouvoir voir les montants d'aide demandés dans chaque comité, avec un minimum, un maximum et la moyenne des aides demandées. Donc pour chaque instrument, ce qui vous permet de vous faire une idée des usages, des éditions passées. Voilà. Dans le cas d'un PRC, faut-il joindre au dossier le CV du responsable du partenaire qui participerait au projet sur fonds propres? Alors, je pense que dans la mesure où il est enregistré en tant que partenaire, oui. Puisqu'il va participer, même si c'est sur fonds propres, il participe sur le plan scientifique. Participation scientifique. Voilà, oui. Donc oui. Oui. On en revient encore une fois à la constitution des équipes. Dans quelle mesure peut-on impliquer des labos et ou des chercheurs en plus des partenaires, en quelque sorte des associés distincts des partenaires pleinement impliqués? C'est en fonction, encore une fois, des besoins du projet. Pour un PRC, ça va être la complémentarité, donc il faut vraiment regrouper toutes les compétences nécessaires à votre projet, et si vous ne trouvez pas ces compétences au sein des équipes officielles, donc des partenaires officiels, vous pouvez chercher d'autres
d'autres chercheurs en vérifiant auprès de vos tutelles gestionnaires quelles sont les règles justement pour le financement ensuite de ces personnes associées, puisque l'ANR verse l'aide aux tutelles et ensuite ce sont les tutelles qui gèrent ces fonds. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, pour tout ce qui est des missions, par exemple, les règles peuvent être variables d'une tutelle à l'autre. Donc, il faut vous assurer que si vous impliquez des personnes externes au laboratoire, elles pourront bien bénéficier de l'aide comme vous l'entendez au moment du montage du projet. Donc, toujours bien monter le projet en concertation avec les personnels chargés du suivi ou des cellules de montage, etc., au sein de vos établissements. Une question pour l'instrument JCJC, c'était la question selon laquelle est-ce qu'un partenaire industriel peut-il y être associé? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il doit avoir une mission de recherche? Et nécessairement, est-ce que son rôle peut être de l'ordre de l'accompagnement à l'accès au terrain? Oui, c'est tout à fait possible. On sait que dans un certain nombre de cas, certains acteurs, que ce soit des acteurs associatifs, industriels ou économiques, vont accompagner des projets sans en bénéficier directement d'un point de vue financier. Donc, il est tout à fait possible d'indiquer que le projet va se faire en collaboration ou en association avec un partenaire industriel, mais sans que ce partenaire bénéficie de l'aide de l'ANR. Et officiellement, il ne sera pas considéré comme un partenaire dans le consortium, puisque le JCJC est un instrument monopartenaire. Donc, lorsque vous enregistrerez les données sur la plateforme, il y aura un seul partenaire officiel. Et donc, le rôle de l'industriel n'est pas nécessairement un rôle de recherche. Ça peut être un rôle d'adjuvant ou d'aide à des activités de recherche menées par le titulaire de l'aide. À ce stade, il n'y a pas d'autres questions dans le chat de nature à venir étayer ce webinaire. Je vous invite à reposer votre question si on l'avait passée. On a encore un petit peu de temps devant nous. C'est assez calme, donc ça ne se précipite pas à poser des questions. Après, comme l'a dit Valérie précédemment, l'ensemble de l'équipe qui est en charge au moins un axe en SHS ou d'un appel à projet, enfin d'un appel spécifique ou d'une action internationale, on demeure à votre disposition tout au long de l'année pour répondre à l'ensemble de vos questions et notamment l'enjeu qui vous concerne le plus, c'est la deadline de l'appel à projet générique qui est au 14 octobre prochain, donc notamment sur les questions, je pense, de fond, à savoir si vous émargez bien au bon périmètre de l'axe, donc n'hésitez pas à nous solliciter dans ce cas-là. Autrement, sinon, vous avez aussi une adresse générique qui peut aussi vous aiguiller si les choses n'ont pas été suffisamment précisées de notre côté. Donc n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Alors, tu as répondu dans le chat. Voilà. Okay. Il n'y a pas d'autres questions. Évidemment, j'ai précisé plus haut que les slides qui ont été présentés aujourd'hui vous seront à votre disposition à l'issue de ce webinaire. Et également, peut-être à des questions auxquelles nous n'aurons pas répondu, on y reviendra par après. Puis vous aurez aussi une FAQ qui vous sera mise à disposition. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Et le replay, bien entendu, si vous voulez nous réécouter. Et les diapos par axe. Oui. Donc, j'ai rappelé l'existence en slide du début. Oui. Et donc là aussi, vous allez trouver des données sur les usages en termes de demande de financement en fait pour chaque axe. J'arrive plus à sauter. Les taux de sélection aussi, et puis en plus, et les évolutions en termes d'orientation, on va dire, disciplinaire au sein de chaque comité de dépôt. Ça peut être intéressant à regarder aussi. Oui, tout à fait. Ouais. J'essaye de... Oui, j'attends. Pardon.
Non, je suis en train d'essayer d'afficher, mais merci Elsa, j'y vais. Ah. Alors, ceci. Ok. Merci. Oui, je voulais juste... T'es revenu au début. Ah, c'est dans le sens. Voilà. Pour les axes, j'ai mis, vous voyez, sous 39 axes thématicaux, etc. Vous avez le lien vers tous les axes en fait de la APG, et en particulier ceux de SHS. J'ai vérifié, sont bien en ligne, et vous avez un descriptif pour chacun de ceux qui nous concernent. Voilà, je crois que nous avons terminé. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention, pour vos questions surtout, et encore une fois, nous restons à votre disposition si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Toute l'équipe est mobilisée pour vous. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et en espérant avoir des contacts avec vous dans les semaines qui viennent. Au revoir. Au revoir.